Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te parle d'un livre marquant, de façon spontanée. Le livre dont j'ai choisi de te parler, je l'ai rencontré en formation en kinésiologie transpersonnelle. Il s'agit d'un livre écrit par le biologiste, chercheur, professeur, conférencier Bruce Lipton, La biologie des croyances. Ce livre reste une référence fondamentale pour moi parce qu'il apportait une sorte d'explication, il mettait en mots des choses dont j'avais la sensation ou l'intuition, mais d'une façon tangible. Il fait se rencontrer le mental et l'intuition et la cellule. Il fait se rencontrer la spiritualité et la biologie. Il fait se rencontrer la physique quantique et la physique newtonienne. Bref, tu l'auras compris, c'est une approche qui est holistique, dans une démarche scientifique, et elle introduit une discipline que j'adore découvrir, à savoir l'épigénétique. Tu as envie d'en savoir plus. Bienvenue dans cet épisode. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Bruce Lipton a un parcours particulier. Il a été nommé enseignant d'un groupe d'étudiants en médecine dans les Caraïbes. Un groupe d'étudiants qui n'avaient pas forcément les mêmes caractéristiques que ceux qui avaient l'habitude d'être en médecine, à savoir qui n'avaient pas forcément le même esprit de compétition, ni forcément le même niveau scolaire à la base. Et donc il se trouve avec ce groupe d'étudiants et il axe toute sa pédagogie, toute son approche et tout son apprentissage sur la coopération, sur la synergie, l'esprit de groupe et la motivation mutuelle et commune, quoi. Et ça marche. Un groupe qui potentiellement pouvait paraître un peu moins dans les modèles classiques des étudiants qui réussissent, donc avec des gens qui ont des parcours qui sont divers et variés, des gens qui sont parfois des parents, des gens qui sont en reconversion professionnelle, etc., se mettent et qui n'ont pas non plus beaucoup de confiance en eux, se mettent au taf avec ce type étrange qui est Bruce Lipton, et ils réussissent un exploit, c'est-à-dire de réussir des évaluations de médecine grâce à un état d'esprit et de la motivation individuelle et collective. Il fait un parallèle avec les espèces sur la Terre et sur les cellules, où il explique en fait que finalement la croyance qu'on a pu avoir que les espèces, celles qui pouvaient survivre, c'était les plus fortes. C'était pas forcément les espèces les plus fortes, mais c'est peut-être les groupes les plus forts, notamment en se basant sur le fait que les gènes se transmettent d'une espèce à l'autre. Si les gènes se transmettent d'une espèce à l'autre, alors qu'en est-il des frontières entre les espèces ? Si la coopération génétique a une influence sur l'évolution, plus que l'hérédité, ça remet complètement en cause la vision traditionnelle que l'on a de notre évolution individuelle et surtout de l'intelligence collective, dans le règne du vivant. Ce que je trouve vraiment passionnant dans ce bouquin, c'est qu'en fait, il observe la plus petite division du corps, à savoir la cellule, et il remet en cause en fait les croyances, ou en tout cas
le regard scientifique qui a été porté sur la cellule jusque-là. Sur la notion d'intelligence, sur la notion de noyau, de cœur, de prise de décision, d'adaptation, d'environnement. Et du coup, aussi, il apporte un regard très nouveau sur la génétique. Donc passer de la génétique à l'épigénétique, non seulement ce qu'il y a à travers les gènes, mais l'importance de l'environnement sur l'activation ou la non-activation de certains gènes. Donc l'activation comme un interrupteur on-off. Ça remet en cause complètement notre vision héréditaire et fataliste de la génétique et de la transmission des informations, en tout cas sur le plan physique. L'apologie de la génétique a été notamment remise en cause lorsqu'on s'est demandé combien de gènes comportait le corps humain et qu'on s'est rendu compte, contre toute attente, qu'il n'avait pas les 120 000 gènes qu'on imaginait qu'il pourrait avoir, mais simplement 20 000, à peu près l'équivalent d'un ver primitif. Alors si l'être humain, cet être le complexe et doué d'intelligence et doué d'adaptation, a autant de gènes qu'un ver primitif, alors ça veut dire que ses facultés de réflexion, et sa complexité d'être et d'espèces abouties ne repose pas sur son nombre de gènes. En tout cas, c'est pas là qu'il faut chercher sa sophistication. Le noyau de la cellule est constitué de chromosomes qui sont eux-mêmes constitués d'ADN et de protéines. Jusque-là, on a toujours axé les recherches et l'intérêt également sur l'ADN et non sur les protéines. Or, les protéines ont un rôle fondamental parce que notamment, elles ont un rôle d'informateur, de transmission d'informations. Et lorsqu'on parle de transmission d'informations, on commence à réfléchir autrement sur le fait qu'il y ait une évolution ou une adaptation des générations qui n'ont pas forcément subi une famine ou un traumatisme, parce que on leur transmet dans l'ADN l'adaptation à un trauma ou à une épreuve ou à une catastrophe naturelle. Ou non naturelle d'ailleurs, comme la guerre ou autre. Ce rôle fondamental de l'information, en fait, il devient une facette qui n'était pas du tout observée auparavant, mais qui surtout change radicalement notre regard sur le rôle et l'action que l'on peut avoir sur notre propre santé. Sur l'importance également de pouvoir débloquer nos croyances pour ne pas avoir à les transmettre aux générations suivantes. Ça développe aussi l'idée que nos croyances, nos pensées ont un impact sur la bonne santé de nos cellules et donc sur notre santé de façon générale. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Si même au niveau de la cellule, il y a un impact de notre environnement, et notamment de nos pensées ou de notre façon de nous projeter sur l'état de la cellule et sur son fonctionnement, sur le développement de certaines cellules pathogènes ou pas, alors on a une urgence réellement à travailler sur nos émotions, sur l'état de stress et sur l'orientation de nos pensées. Ça ne devient plus quelque chose de l'ordre de la zénitude ou d'une pensée New Age, ça devient une urgence biologique finalement. C'est une toute autre dimension, ça prend une toute autre dimension. Bruce Lipton le dit lui-même, le secret de la vie, c'est d'apprendre à contrôler l'esprit pour favoriser la santé. Ce qui rejoint complètement les idées qui parlent du cerveau comme créateur de notre propre réalité. Mais sauf que Bruce Lipton, il y donne une dimension biologique. Ça, c'est vraiment ce que je trouve absolument passionnant. Et je crois que j'ai lu ce bouquin 2-3 fois, mais que je vais encore le lire une 4e fois, parce qu'il y a des choses qui m'échappent, mais surtout, à chaque fois, je me rends compte qu'il y a des informations à l'intérieur que je comprends différemment ou qui m'éclairent encore. Il y a un autre point extrêmement important dans ce livre, c'est la notion de membrane. Chaque cellule est entourée d'une membrane. Et dans le corps humain, cette histoire de membrane revient régulièrement. Et jusque-là, elle avait été un peu laissée de côté, en tout cas sous-estimée par rapport à sa valeur ou à son rôle. Et en réalité, ce serait elle, le cerveau,
de la cellule. Ce serait elle qui aurait le rôle décisionnaire. La membrane, ce serait elle qui aurait un rôle de transmission d'informations et de coordination des fonctions cellulaires. La membrane. Donc là, je te lis un extrait de ce livre. Donc une espèce de résumé qui s'appelle « L'esprit prime sur le corps ». Récapitulons ce que nous savons des cellules. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les fonctions physiologiques vitales des cellules sont le résultat direct du mouvement d'engrenage ou d'assemblage de leurs protéines. Bien que les protéines constituent le matériau du corps, des signaux environnementaux complémentaires sont nécessaires pour les animer de mouvement. Le contact entre les signaux environnementaux et les protéines cytoplasmiques qui génèrent le comportement s'effectue dans la membrane cellulaire, laquelle reçoit les stimuli, puis enclenche la réaction cellulaire vitale appropriée. La membrane fonctionne comme le cerveau de la cellule. Les protéines membranaires intrinsèques sont les sous-unités physiques fondamentales du mécanisme de l'intelligence cellulaire. Les protéines. Par définition fonctionnelle, ces complexes protéiniques sont des commandes de perception qui relient la réception des stimuli environnementaux aux voies protéiniques de production de réactions. Les cellules réagissent généralement à une variété de perceptions rudimentaires qu'elles ont de leur entourage. Ces perceptions détectent la présence d'éléments comme le potassium, le calcium, l'oxygène, le glucose, l'histamine, l'œstrogène, les toxines, la lumière et certains autres stimuli dans leur environnement immédiat. C'est l'interaction simultanée de dizaines de milliers de commandes réflexes de perception dans la membrane, chacun décodant directement un signal environnemental distinct qui crée collectivement le comportement complexe d'une cellule vivante. Des réactions aux perceptions de l'environnement. Ça souligne vraiment l'importance et le côté fondamental du milieu sur l'être dans son ensemble. Alors, à partir de ces constatations, ça a vraiment généré diverses observations et recherches sur justement l'impact des croyances, de l'état d'esprit, de la façon du choix d'environnement en fait sur le bien-être général et sur ce que cela peut vraiment engendrer au niveau moléculaire. L'impact de l'environnement sur les molécules elles-mêmes. Ça, c'est complètement géant, quoi. Il explique qu'une étude récente a révélé que 8 heures de méditation basée sur la pleine conscience étaient suffisantes pour altérer de manière significative les fonctions géniques vitales. Lorsqu'on les compare à des groupes témoins, il est avéré que ceux et celles qui pratiquent la méditation manifestent un vaste éventail de différences génétiques et moléculaires, incluant une réduction des gènes favorisant les inflammations et une modification des mécanismes de régulation génétique. Ces changements observés dans l'expression génétique sont associés à des capacités de récupération physique plus rapides après avoir vécu des situations stressantes. Il prouve également que la pratique de la pleine conscience peut entraîner des améliorations de l'état de santé résultant de profondes modifications épigénétiques du génome. Et ça date de 2014. Donc là, on est quand même face à une révolution. Pour moi, c'est une révolution, incroyable. C'est-à-dire que si on est en train de dire que toutes les pratiques qui vont générer une baisse du stress ou qui vont avoir un impact sur le stress ou les émotions ont un impact direct sur l'expression ou non de nos gènes, alors il y a plus d'excuses possibles pour passer à l'action et se mettre dans la mise en place de nouveaux rituels ou de nouvelles habitudes qui soient positives pour nous. C'est pas positif juste pour se sentir bien et avoir l'impression d'être joyeux. C'est fondamental pour vivre de la meilleure façon qui soit dans le meilleur état de santé possible. Ce livre a un impact fondamental pour moi, il devient vraiment un repère et un pilier, non seulement parce que ça justifie, pour mon mental, si tant est que j'ai besoin de sens, c'est de savoir pourquoi je fais les choses, mais en tout cas pour conforter en fait mon choix d'orientation professionnelle, mais aussi les choix personnels qui ne peuvent maintenant aller en dehors de la recherche de bien-être. La recherche de bien-être, c'est pas simplement un petit plus pour se sentir funky. C'est vraiment un objectif fondamental de vie pour favoriser le meilleur fonctionnement possible de mes cellules. Ah là, on parle plus de la même chose.
On n'est plus seulement dans une forme de quête de bonheur, mais dans une forme de quête de fonctionnement optimal. C'est comme si on faisait un. On rejoint l'unité. Et ça donne aussi un regard nouveau sur toutes les approches qui peuvent toucher l'être humain de façon holistique, donc, et notamment sur le regard qu'on peut porter sur la santé. Donc si tu veux en savoir davantage et si tu veux creuser un peu chaque sujet, parce que au niveau biologique, c'est vraiment passionnant ce que raconte Bruce Lipton, je t'invite vraiment à lire ce bouquin, Biologie des croyances, dont je mettrai les références dans la bio. Je t'invite aussi, à partir de tout ce qu'on vient d'échanger, à avoir une réflexion sur ta façon de voir tes rituels, ce que tu mets en priorité dans ta journée, comment tu vois ton corps et ce que tu as envie de faire de nouveau ou de positif pour lui. Et pourquoi? Comment tu souhaites orienter tes pensées et pourquoi? Quel environnement tu choisis pour évoluer et pourquoi? Et de façon globale et générale, ça a vraiment une implication sur ta façon de t'exprimer, la place que tu prends dans le monde, quel regard tu portes sur toi, comment tu t'adresses aux gens, comment tu vas t'adresser à tes enfants. Et parce que tu connais les implications potentielles de toutes ces prises de position-là, de tous ces choix, de toutes ces décisions que tu vas prendre. Voilà, c'est un nouveau regard sur ta vie, sur le monde, une autre perception. Tu as aimé cet épisode? Le prochain, c'est déjà demain, et demain, je t'emmène sur mon île. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement.